Thank you so much for that welcome, and you're right, Teresa, we know each other. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous allons vous épargner les détails. Merci infiniment au nom du commissaire à la protection de la vie privée de nous avoir invités ici aujourd'hui. Évidemment, Teresa et moi, on a des enfants du même âge aussi. Alors, tu vas me comprendre quand je dis ce matin, c'était la folie furieuse, comme chaque matin pour se préparer à quitter la maison. Et j'ai dit, allez les enfants, il faut partir tôt, j'ai un discours à présenter ce matin. Alors, mon fils de 16 ans qui me dit, mais c'est sur quoi ton discours, maman? J'ai dit, ben, c'est sur les concepts de vie privée dans l'ère des nouvelles technologies, l'information. Puis il me regarde et me dit, ben, c'est donc facile, ça? Alors, effectivement, c'est facile pour moi ce matin parce que je vais simplement soulever des questions et je vous laisse le soin, à vous, les chercheurs universitaires et d'autres, à y répondre dans les mois, les années qui suivent. So thank you for your invitation to be here today. Alors, merci de votre invitation à venir ici aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir accepté de tenir ce symposium ici. Nous félicitons le Centre qui a fait un excellent travail et qui a créé un programme excellent. De contribution a fêté ses 10 ans cette année et tel que requis, nous avons complété notre deuxième évaluation quinquennale. This 5-year evaluation report is up on our website for those of you interested. Ce rapport est sur notre site web si vous voulez le lire. Je serai heureuse de vous parler de certaines constatations clés. Nous avons conclu que le programme répond à un besoin prévu. Il faut tenir compte de l'appui de ceux qui ont été consultés. On expose les besoins, les priorités et ceci répond aux besoins énoncés par la loi, la LPRDE. Nous pouvons partager les connaissances en matière de protection de la vie privée et depuis la dernière évaluation, il y a eu une plus grande diversité parmi les projets. Il y a eu des groupes récipiendaires plus variés. Nous avons pu également faire de la triangulation au niveau de nos connaissances. Nous avons réussi à bien débourser notre budget et je veux remercier le groupe de notre bureau qui a dirigé ce programme depuis plusieurs années, en particulier François Cadieux qui est ici aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui avaient eu des contacts directs avec lui le connaissaient. Merci à François, Mélissa, Barb et au reste de l'équipe pour le travail excellent qu'ils ont fait. Parmi les recommandations qui vont être adoptées, c'est qu'il faudra traduire la recherche en résultats concrets. Il faudra créer des partenariats pour élargir le programme. C'est dans cet esprit, donc, que nous avons adopté le programme de parcours de protection de la vie privée il y a 3 ans. Nous voulions d'abord présenter les résultats des projets de recherche financés par les différentes autorités pour faciliter le dialogue entre ceux qui font la recherche et ceux qui doivent l'appliquer. Nous devons également fournir des possibilités d'organiser de plus grands partenariats. Nous avons pensé qu'il serait bon de poursuivre cette initiative et d'améliorer le modèle au sein de la communauté de recherche. Depuis lors, nous avons consacré une part plus importante de notre budget de recherche à ce symposium. L'année dernière, nous étions à l'Université de Toronto. Cette année,
Nous sommes à l'Université d'Ottawa sous l'égide du Centre. Pour l'avenir, nous envisageons la possibilité d'élargir la portée de nos symposiums. Nous voulons explorer également d'autres moyens de recherche et de dissémination. Nous attendons vos propositions à ce sujet. Privé à l'heure des avancées technologiques. Quel thème, quel beau thème. I could not have imagined a more... Je n'aurais pas pu imaginer un sujet de discussion plus approprié. Vous avez tout à fait raison d'encourager cette réflexion à un moment où les changements technologiques sont si rapides. Nous avons pensé à cette conversation depuis déjà un certain temps, cette conversation qui doit avoir lieu. Je vois certains de mes collègues qui sont ici aujourd'hui qui prendront part à la discussion. Pour faire démarrer les choses, je voudrais vous faire part de certaines idées à moi. Lorsque nous parlons de principes fondamentaux, la base, le point de départ fondamental, c'est la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a adopté 3 paliers à la suite du rapport d'il y a quelques années. Nous avons un outil donc qui permet d'établir la liste des outils. La Cour a parlé de 3 secteurs de vie privée, le secteur territorial, le secteur personnel et le secteur de l'information. C'est ce 3e secteur qui a fait l'objet des jugements de la Cour suprême du Canada. La Cour reconnaît qu'il y a 3 secteurs distincts qui ont évolué depuis quelques années dans le contexte de la jurisprudence. La première notion qui touche à la protection de l'information, c'est l'aspect du secret. Vous avez, par exemple, le lien entre le médecin et son malade. C'est ce qu'on a mentionné dans l'affaire McDonald. Le 2e point, c'est la notion de contrôle d'Allen Weston, qui permet à l'individu de déterminer où et quand les renseignements qu'il concerne peuvent être transmis à d'autres personnes. Ceci est fondé sur le principe que tous les renseignements au sujet d'une personne lui appartiennent et c'est lui qui doit déterminer de son usage. Et la Cour a parlé de cela dans certains arrêts. Il y a une 3e notion, la notion d'anonymité. Les renseignements sont communiqués à d'autres personnes, mais ne sont pas identifiés comme tels. L'anonymité a été décrite comme un élément essentiel à l'époque de l'Internet. L'anonymité permet à des individus de jouer un rôle utile dans le domaine public sans être identifiés comme tels. Nous avons également la question des véhicules sur les autoroutes publiques. Le sujet a été abordé dans les questions d'individus qui ne renoncent pas nécessairement à leur anonymité lorsqu'ils se lancent dans un domaine public. Nous avons essayé de faire comprendre les aspects les plus complexes de la protection de la vie privée à l'époque de l'Internet. Toutefois, étant donné le thème du symposium d'aujourd'hui qui nous demande de revenir aux principes de base dans le secteur de la vie privée, je dirais que même cette expression qui est très moderne, à savoir caractère privé de l'information, n'est pas suffisamment explorée et explicitée. Je voudrais vous parler de différents exemples. La réputation des gens en ligne, les grandes données, les données massives et
la longévité de ces renseignements qui sont affichés en ligne peut être éternelle et cela nous oblige à réfléchir à la vie privée sous un autre angle. Nous devons envisager la possibilité pour certaines personnes d'invoquer le droit d'être oubliées. Nous devons également reconnaître le droit de l'individu de déterminer quand et jusqu'à quand des renseignements à leur sujet peuvent être communiqués à d'autres personnes. La décision, le jugement rendu récemment par la Cour européenne nous amène à parler d'un arrêt au sujet d'un individu qui s'est plaint lorsqu'il a cherché son nom dans Google. Il a vu des liens avec des articles qui portaient sur des ventes de propriétés qu'il possédait pour recouvrer des dettes non payées. Il estime que ces dettes ont été remboursées, mais ces articles de journaux restent sur l'Internet. On a demandé au journal de récupérer les articles et d'empêcher que Google publie ces articles. On n'a pas demandé au journal de retirer les articles du site Web, mais on a demandé à Google et à d'autres moteurs de recherche de retirer des liens lorsque les renseignements, même s'ils sont justes, ne sont plus adaptés, ne sont plus pertinents ou lorsqu'ils sont excessifs. Cette demande peut être rejetée selon le caractère secret de l'information et de l'intérêt que cette information peut présenter. Lorsqu'on parle de protection de l'information, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un renseignement confidentiel. Le ministère du Travail et des Affaires sociales avait adopté un règlement à ce sujet. La protection de la vie privée n'est pas totale parce qu'on n'a jamais contesté le caractère véridique des renseignements diffusés. Le tribunal n'a pas accepté la notion selon laquelle le journal contrôlait entièrement les renseignements. Quels étaient les principes qui ont mené la Cour européenne à décider de quoi il retourne? Je pense que la publication originale a amené à cette conclusion. Les données massives. Le premier problème qui s'est posé est arrivé avec l'avènement des données massives. Les données massives permettent d'identifier des modèles, des tendances afin de prévoir le comportement futur des intéressés. Il s'agit d'accumulation considérable de données et on parle à ce moment-là de données qui ne permettent pas de recourir à des objections sur les données. Obtenir un consentement va à l'encontre des buts de ce regroupement massif de documents. Il y a des renseignements qui ne sont pas de caractère confidentiel et qui sont regroupés de cette façon. Un précurseur à ces problèmes de données massives nous a été présenté il y a quelques années. Il y a eu des plaintes à l'endroit d'une organisation qui vendait des listes de consommateurs à des fins de commercialisation. Teresa saura de quelle affaire je parle. Leur modèle d'affaires à l'époque était de recueillir des renseignements
public sur des données. Dans certains cas, il s'agissait seulement du nom de famille. Dans d'autres cas, le nom était complet. Il y avait des adresses et des codes postaux. On a relié cela à des renseignements reliés au recensement obtenu de Statistique Canada. On y trouvait des renseignements sur l'âge moyen, sur le revenu moyen, la valeur moyenne des habitations. On se servait de noms fondés sur des analyses généalogiques et la société pouvait tirer des conclusions qui concernent le caractère ethnique, la religion et d'autres détails au sujet des individus. Le commissaire adjoint a considéré que ces données, même si elles sont reliées aux données touchant les différents quartiers, et même ces renseignements qui sont attribués aux individus, ne nécessitaient pas la protection de la loi. En l'occurrence, les données n'étaient pas confidentielles, elles n'étaient pas non plus anonymes. Étant donné la nature de l'information, les clients avaient réclamé que l'on protège le renseignement, mais la plainte a été jugée sans fondement. Nonobstant ceci, il restait tout de même un malaise fondamental au sujet de cette pratique d'une société qui attribuait à des personnes, selon leur nom, un caractère religieux ou ethnique. Et il n'était pas possible de régler ce problème à partir de données juridiques en cours. D'après une étude de 2013 dirigée par Latanya Sweeney de l'Université Harvard au sujet de la discrimination en ligne, on a constaté que certains termes utilisés par des moteurs de recherche comportaient un élément de discrimination. Lorsque l'on parlait de personnes appelées Duchamp, Darnell ou Germain, étaient plus fréquemment soulevé que dans le cas d'autres noms. Même reconnaissant temporairement que le contrôle, la confidentialité et l'anonymité ne sont pas des intérêts de protection de la vie privée, parce que la pratique ne touche pas la protection des renseignements personnels comme telle, quel autre intérêt, s'il en est, intervient par sa nature répréhensible au plan moral? Pourquoi sommes-nous offusqués non seulement par les profils raciaux et ce qu'ils sous-entendent, mais aussi par les suppositions qu'on attribue à notre propre intérêt, à nos propres intentions en fonction de nos recherches? C'est le troisième exemple. Alors, l'arrivée de l'informatique vestimentaire a présenté toutes sortes de possibilités d'extraire et transmettre de l'information personnelle sur nos corps, et ce de façon permanente, et faire des liens avec d'autres informations, d'autres éléments d'information en ligne et hors ligne. Les premiers adeptes de cette technologie se sont habillés avec enthousiasme pour des fins médicales, de praticité personnelle ou autre. Mais ces dispositifs représentent aussi des possibilités très payantes de commercialiser et vendre les données sur nos corps à des tierces parties pour des fins de commercialisation ou même d'assurance. Même à supposer que le consentement est bien informé, à quel point nos corps deviennent-ils si commercialisables et si objectifiés que le contrôle sur l'information cède la place à un autre intérêt beaucoup plus important, celui de la protection de la vie privée. Il y a des cas analogues dans d'autres domaines où on a établi des limites juridiques et éthiques et où nous avons accepté ces limites facilement. Par exemple, en tant que société, nous avons convenu d'interdire les remplacements payés en retour du remboursement des dépenses. Des cadres éthiques qu'on a construits pour réglementer l'activité de recherche interdit aussi le paiement de participants à la recherche autrement que pour rembourser leurs dépenses.
c'est vrai, peut-être que ces exemples ont été bien justifiés dans le but de préserver l'intégrité corporelle. Mais même si on suppose que l'informatique vestimentaire et les senseurs corporels n'affectent pas physiquement l'intégrité de notre corps comme tel, l'émission constante des données émises par notre corps à des tiers pour une commercialisation ne commencerait-elle pas à affecter d'autres principes sous-jacents? Ces exemples, comme bien d'autres, des exemples auxquels vous pouvez penser dans cette salle, tout ceci est à la fine pointe de la technologie, mais ça nous mène à penser à une possible quatrième conception de la protection de la vie privée informationnelle. C'est la dignité. De plus en plus, on parle de dignité dans le débat sur la protection de la vie privée, mais on ne le reconnaît pas encore pleinement comme étant un principe de protection de la vie privée ou de la primauté de l'information. Nos concepts traditionnels de protection de la vie privée, il faut voir quels autres éléments interviennent dans la technologie de l'information. Alors, je suis préoccupée par certains auteurs américains comme Martani et Jules Polonetsky qui ne veulent pas que la politique sur la protection des renseignements personnels soit brouillée par d'autres considérations conflictuelles, pas moins importantes, mais même s'ils sont distincts des intérêts de base. Je me demande si ces intérêts sont vraiment à la base de l'idée de protéger l'intégrité conceptuelle ou s'ils sont vraiment à la base de la perspective culturelle qui a mené à une façon de percevoir et de comprendre la protection des renseignements personnels comparativement à des érudits qui ont contribué à notre compréhension de cette liberté en fonction des principes américains comparativement aux principes européens qui sont basés plutôt sur la dignité, l'honneur et le respect. Et en tant que Canadiens, typiques avec les traditions de droit civil et de common law, nous sommes un peu entre les deux, bien que nous allons avoir nous-mêmes des choix juridiques, éthiques et autres à faire bientôt. L'arrivée de nouvelles technologies pousse nos concepts de légitimité et vous avez bien raison d'avoir vu le thème d'aujourd'hui comme étant le retour vers les premiers principes de la protection des renseignements personnels à la fine pointe. Et avec ces premières déclarations liminaires, j'attends avec plaisir d'entendre vos idées et à participer aux discussions au courant de la journée. Peut-être que nous pourrons voir des propositions de recherche sur ces questions et d'autres questions fondamentales l'an prochain. Merci beaucoup.